Les collègues de travail de ma femme ne cessaient de la pousser à avoir une liaison avec son patron, sous prétexte qu'il est riche et pourrait améliorer sa vie. Ils prétendaient que je la retenais en arrière et qu'elle méritait mieux. Ils disaient qu'une femme intelligente devait sécuriser son avenir, et que les vœux de mariage n'étaient que du papier. Quand j'ai découvert leur discussion de groupe où ils l'encourageaient à me tromper, j'ai décidé de leur montrer exactement quel genre d'avenir ils étaient réellement en train de promouvoir. Maintenant, lançons la vidéo. Compte jetable pour des raisons évidentes. Cela s'est passé au cours de l'année écoulée et je suis encore en train de digérer tout ça, mais je pense que cette histoire pourrait vous intéresser. Long message à venir, prenez un café. Je vais commencer par le moment où mon monde s'est littéralement effondré, puis je reviendrai en arrière pour vous donner tout le contexte. Imaginez la scène, c'est un mardi soir, je suis assis dans ma cuisine, vers 11h du soir, fixant l'écran du téléphone de ma femme, et je lis des mois de messages où 4 femmes sont en train de comploter pour que ma femme me trompe avec son patron. Ouais. C'est comme ça que tout a commencé. Mais revenons un peu en arrière. Moi, homme de 29 ans, je travaille comme électricien depuis environ 8 ans. Pas très glamour, mais ça paie correctement, environ 65 000 $ par an dans notre région, ce qui n'est pas mal pour un gars qui a zappé l'université. Ma femme, Sarah, femme de 27 ans, travaille comme coordinatrice marketing dans une boîte de conseil chic au centre-ville. Elle gagne environ 45 000 $, donc ensemble, on s'en sortait bien. Rien de luxueux, mais on possédait une maison décente, 2 voitures payées, et on mettait même de l'argent de côté pour fonder une famille. Sarah et moi, on s'est rencontrés à la fac. Enfin, elle était à la fac, et moi je faisais une école technique à proximité. On était ensemble depuis 6 ans, et mariés depuis 3. Honnêtement, je pensais qu'on formait un couple solide. On cuisinait ensemble le soir, elle me racontait les potins du bureau, je me plaignais des clients difficiles ou de mon dos qui me faisait mal à force de ramper dans les greniers toute la journée. Des trucs normaux de couple marié, vous voyez? Il y a environ 8 mois, Sarah a eu un nouveau patron, Richard putain de Morrison. Ouais, j'utilise son vrai nom, parce que merde, ce type. Il a 45 ans, récemment divorcé, et apparemment blindé. On parle ici d'un mec qui conduit une voiture de luxe différente chaque semaine, pantouse au centre-ville, maison de vacances, tout le package. Sarah disait qu'il était charmant et sophistiqué. C'était comme lire un manuel pour détruire mon mariage. Je ne vais pas mentir, je suis resté là pendant probablement 20 minutes, à faire défiler cette merde, devenant de plus en plus en colère et blessé à chaque message que je lisais. Ces femmes traitaient mon mariage comme un genre de divertissement, comme si Sarah était leur petit projet en cours. Le pire dans tout ça, c'est que Sarah ne les avait pas arrêtées. Elle n'avait rien accepté explicitement, mais elle ne leur avait pas dit de cesser non plus. Elle participait à leurs suggestions, posait des questions sur ce que pourrait être une vie avec Richard, participait à des conversations sur comment trahir son mari. Quand Sarah est sortie de la douche, je l'ai confrontée avec le téléphone. Elle a éclaté en sanglots, s'excusant, disant qu'elle n'avait jamais voulu que ça aille aussi loin et qu'elle était simplement confuse face à la pression constante. On a parlé jusqu'à environ 3 heures du matin cette nuit-là. Elle a juré qu'elle ne me tromperait jamais réellement et m'a supplié de lui pardonner. Et je lui ai pardonné. Sarah est une bonne personne qui s'est laissée manipuler par des femmes vraiment toxiques. Mais pardonner ne voulait pas dire que j'allais laisser passer ça. Ces 4 femmes avaient décidé de foutre ma vie en l'air pour s'amuser. Elles avaient passé des mois à essayer de détruire mon mariage, disant à ma femme qu'elle méritait mieux que moi, l'encourageant à coucher avec un prédateur qui voulait clairement juste ajouter une nouvelle conquête à sa liste. Alors j'ai décidé de foutre leur vie en l'air à mon tour. Les jours qui ont suivi étaient super bizarres. Sarah et moi essayions de digérer tout ça tout en prétendant que tout était normal. Elle allait au travail et devait affronter ces femmes qui l'avaient poussée à me tromper, et moi j'allais recabler la maison intelligente d'un riche connard tout en planifiant ma revanche dans ma tête. Parce que oui, je préparais déjà ma vengeance. Écoutez, je ne suis pas fier de ça, mais je ne vais pas non plus faire semblant d'être un saint qui tend l'autre joue quand on essaie de détruire mon mariage. Ces femmes avaient déclaré la guerre à ma famille, elles ne savaient juste pas que j'allais riposter. La première chose que j'ai faite, c'est de faire des captures d'écran de toute la conversation de groupe avant que Sarah ne puisse la supprimer. Chaque message, depuis environ 4 mois. Ce que ces femmes avaient écrit était absolument vicieux. Michel, qui semblait être la meneuse, écrivait de longs pavés sur le fait que Sarah gâchait sa jeunesse et sa beauté avec un ouvrier sans avenir et que les femmes intelligentes comprenaient que le mariage n'était qu'un contrat commercial pouvant être renégocié. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'elle ne faisait pas qu'encourager Sarah à me tromper,
elle la formait à le faire stratégiquement, comment rencontrer Richard en dehors du travail, comment expliquer ses retards, comment passer progressivement de femme à maîtresse, puis à petite amie. Michel avait littéralement écrit une chronologie pour que Sarah puisse s'assurer l'intérêt de Richard tout en me gardant comme plan de secours si ça tournait mal. Ces femmes avaient passé des mois à planifier la destruction de mon mariage comme s'il s'agissait d'un projet d'entreprise. Alors j'ai commencé à faire mes propres recherches. Je ne suis pas un génie de la tech ni un détective privé, mais je sais utiliser Google et je suis patient quand je suis motivé. J'ai commencé par Richard Morrison, puisqu'il était clairement à l'origine de tout ce bordel. Il s'avère que notre cher Richard a tout un passif. Son divorce était chaotique et très public. Son ex-femme avait documenté plusieurs infidélités durant leur mariage, y compris avec des employés de ses précédentes entreprises. Le gars est en gros un infidèle en série qui utilise son argent et sa position pour manipuler des femmes, puis les jette une fois qu'il s'ennuie. Mais ce n'est pas tout. J'ai découvert que Richard faisait déjà la même chose avec une autre femme mariée, dans un autre département de l'entreprise de Sarah. Même schéma, cadeaux coûteux, voyage d'affaires, réunions tardives. Ce type menait plusieurs opérations en parallèle. Ensuite, j'ai creusé du côté des collègues de Sarah, et c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Michel, la meneuse, avait une grosse présence en ligne, LinkedIn, Facebook, Instagram. Elle adorait publier sur son style de vie et les hommes riches qu'elle fréquentait. Mais quand j'ai recoupé ses publications avec les registres publics, quelque chose ne collait pas. La BMW que son petit ami était censé lui avoir offerte était financée à son nom. Le condo de luxe, partagé avec 2 colocataires pour diviser le loyer. Cette fille vivait bien au-dessus de ses moyens et finançait son train de vie avec des cartes de crédit et des prêts. Jessica n'était pas mieux. Elle avait apparemment été virée de son emploi précédent pour des relations inappropriées au travail, autrement dit, probablement pour avoir couché avec son patron là aussi. Elle avait aussi des problèmes de dette d'après ce que j'ai pu trouver dans les registres publics. Amanda et Lisa étaient plus jeunes et semblaient être des suiveuses plutôt que des meneuses, mais elles étaient clairement pleines d'insécurité et vivaient par procuration à travers les histoires de Michel sur les hommes riches. Mais voilà ce qui a vraiment fait tilt chez moi, ces femmes n'essayaient pas d'aider Sarah. Elles essayaient de vivre à travers elle. Elles voulaient la voir séduire le patron fortuné parce que cela validait leur propre choix de vie merdique et leur stratégie relationnelle bancale. J'ai commencé à tout documenter. J'ai fait des copies des captures d'écran du groupe de discussion, imprimé des articles sur le divorce de Richard et les plaintes pour harcèlement au travail, rassemblé des informations financières sur le style de vie factice de Michel. Je suis méthodique quand il le faut, c'est une habitude qui vient avec le métier d'électricien, tu rates un détail et quelqu'un finit électrocuté. À cette période, Sarah se sentait de plus en plus mal à l'aise au travail. Elle avait essayé de prendre ses distances avec ses collègues après notre discussion, mais elle ne la lâchait pas. Michel, en particulier, continuait de la pousser, lui demandant pourquoi elle agissait soudainement de manière étrange et si je ne contrôlais pas ses décisions. Sarah m'a raconté que Michel l'avait acculée dans la salle de pause et lui avait lancé quelque chose du genre « Tu fais une erreur en choisissant cet électricien plutôt que Richard. Certaines opportunités ne se présentent pas 2 fois, et tu vas le regretter quand tu seras coincé dans ta petite maison avec des bébés et des factures, pendant que Richard passera à une femme plus intelligente. » C'est à ce moment-là que j'ai décidé que ces femmes devaient apprendre ce qu'étaient les conséquences. D'accord, alors c'est probablement là que j'aurais dû laisser tomber et continuer ma vie. Sarah s'était éloignée des collègues toxiques, on travaillait sur notre mariage, tout aurait pu revenir à la normale. Mais je ne pouvais pas laisser passer ça. Ces femmes avaient passé des mois à essayer de détruire ma famille, et elles continuaient à mettre la pression sur Sarah même après qu'elle ait tenté de s'en éloigner. En plus, je n'arrêtais pas de penser aux autres femmes dans des situations similaires. Combien de mariages ces 4 vautours avaient-ils contribué à détruire au fil des années? Combien d'autres maris là-dehors subissaient cette merde sans même le savoir? Alors j'ai commencé à planifier quelque chose de plus gros. Maintenant, je veux être clair, je ne suis pas un criminel machiavélique. Je suis juste un électricien qui s'est retrouvé extrêmement motivé à résoudre un problème. Mais je suis patient, je suis attentif aux détails, et j'ai une bonne compréhension de la psychologie humaine. En plus, j'avais quelque chose que ces femmes n'auraient jamais prévu, des preuves documentées de leur comportement et une connaissance de leur situation réelle. Le plan a commencé de manière simple, exposer leur hypocrisie et leur manipulation d'une façon qui aurait de vraies conséquences pour elles. La première étape, c'était Richard. J'ai rassemblé un dossier complet sur son historique de harcèlement en milieu professionnel et de liaison, imprimé les documents de son divorce, des articles d'archives concernant des plaintes pour harcèlement dans ses anciennes entreprises,
J'ai même retrouvé des publications sur les réseaux sociaux de son ex-femme qui dressaient un portrait assez clair du genre d'homme qu'il était réellement. Mais il me fallait un moyen de transmettre ces informations aux bonnes personnes sans que cela puisse être rattaché à moi. C'est là que je me suis souvenu d'un détail que Sarah avait mentionné, l'entreprise était en train de renouveler sa police d'assurance contre le harcèlement en milieu professionnel, et ils avaient fait appel à un consultant externe pour revoir leurs politiques et procédures. Opportunité parfaite. J'ai rédigé une lettre anonyme au consultant, détaillant l'historique de Richard et incluant des copies de toute la documentation que j'avais collectée. J'y ai précisé que l'entreprise avait embauché quelqu'un avec un passé de harcèlement sexuel au travail et qu'il ferait bien de se pencher sur la situation actuelle avant qu'elle ne devienne un problème de responsabilité juridique. Pour les collègues, il me fallait quelque chose de plus personnel. Ces femmes avaient bâti toute leur identité autour de ce fantasme de séduire des hommes riches et de vivre dans le luxe. Michel en particulier postait constamment sur les réseaux sociaux à propos de son petit ami soi-disant fortuné et de son style de vie luxueux, alors que je savais désormais que tout cela était financé par l'endettement. J'ai donc commencé à documenter leur véritable situation financière. C'est incroyable ce qu'on peut trouver dans les archives publiques quand on sait où chercher. Les rapports de crédit sont inaccessibles, mais les dossiers de tribunaux, les registres de propriété, les licences d'entreprise, les documents de faillite, beaucoup de choses sont disponibles si on est assez patient pour les trouver. Michel avait fait défaut sur un prêt automobile il y a 2 ans, avait été expulsé de son précédent appartement pour non-paiement de loyer, et son condo de luxe actuel était en réalité une colocation où elle payait au mois car elle ne pouvait pas obtenir de bail. J'ai assemblé des dossiers individuels sur chaque femme, leur vraie situation financière, leur historique professionnel, leur schéma relationnel. Pas pour les faire chanter ni pour quoi que ce soit d'illégal, juste pour avoir de quoi peser si jamais j'en avais besoin. Mais la vraie opportunité est arrivée quand Sarah m'a dit que l'entreprise préparait sa fête de fin d'année annuelle, un grand événement chic dans un hôtel haut de gamme, avec tous les employés et leurs conjoints invités. Sarah m'a demandé si je voulais y aller, et j'ai répondu absolument. C'est à ce moment-là que le plan a vraiment commencé à prendre forme. La fête de fin d'année était dans 3 semaines, ce qui me laissait le temps d'organiser les choses parfaitement. Je ne vais pas mentir, j'étais plutôt excité. Ces femmes jouaient avec mon mariage depuis des mois, c'était maintenant à mon tour de jouer. La première chose qui s'est produite, c'est que mon signalement anonyme à propos de Richard a commencé à faire effet. Sarah est rentrée un jour en me disant qu'il y avait des rumeurs comme quoi les cadres de la direction s'interrogeaient sur le style de management de Richard, et qu'il semblait stressé par quelque chose. Le consultant externe avait apparemment signalé quelques préoccupations concernant de possibles problèmes de harcèlement en milieu de travail. Mais je n'allais pas attendre que la bureaucratie d'entreprise règle mes problèmes. J'avais des plans plus directs. Environ une semaine avant la fête, j'ai contacté l'ex-petit ami de Michel, celui qu'elle prétendait être l'auteur de tous ces cadeaux somptueux. Je l'ai retrouvé grâce à ses anciennes publications Facebook et je lui ai envoyé un petit message décontracté en disant que je pensais acheter à ma femme une BMW similaire à celle qu'il avait offerte à Michel, et si éventuellement il pouvait me donner quelques conseils sur le processus. Sa réponse a été éclairante. Il s'avère qu'il n'avait jamais offert quoi que ce soit de coûteux à Michel. Ils étaient sortis ensemble pendant environ 3 mois, il l'avait emmenée à quelques dîners sympas, et elle avait complètement inventé toute l'histoire de relation avec un sugar daddy. Le mec était même assez amer de la façon dont elle l'avait utilisé pour des photos Instagram, puis largué quand elle s'était rendue compte qu'il n'était pas aussi riche qu'elle l'espérait. Il a été ravi de me fournir des captures d'écran de leurs anciennes conversations par message, où Michel le poussait à faire croire qu'ils avaient une relation bien plus sérieuse qu'en réalité, lui demandant même de poser sur des photos avec des voitures de luxe qui ne lui appartenaient pas, juste pour qu'elle puisse les poster sur les réseaux sociaux. Les choses devenaient de mieux en mieux. J'ai aussi contacté quelques autres hommes que Michel avait fréquentés d'après son historique sur les réseaux sociaux. Il s'avère qu'elle avait pour habitude d'exagérer ses relations avec tout homme qui avait de l'argent, puis d'inventer des histoires élaborées sur les cadeaux et les voyages qui n'avaient jamais eu lieu. Mais la vraie percée est venue quand j'ai découvert la vérité sur la situation professionnelle de Jessica. Vous vous souvenez quand j'ai mentionné qu'elle avait été virée de son emploi précédent pour des relations inappropriées au travail? Eh bien, j'ai retrouvé quelqu'un qui y travaillait à l'époque et j'ai obtenu toute l'histoire. Jessica couchait avec son patron marié. L'épouse l'a découvert, a confronté Jessica sur son lieu de travail, et toute l'histoire s'est transformée en un énorme scandale qui s'est terminé par le licenciement de Jessica et le divorce du patron. L'épouse, dans cette situation, avait tout documenté et posté en ligne dans des forums pour femmes confrontées au harcèlement en milieu professionnel. Elle avait nommé Jessica explicitement et décrit ses tactiques pour séduire des hommes mariés dans un cadre professionnel. J'ai tout sauvegardé.
Quand la fête de fin d'année est enfin arrivée, j'avais des dossiers complets sur la véritable vie des 4 femmes, leur situation financière, leur passé relationnel, ainsi que la documentation sur leur campagne de plusieurs mois pour pousser Sarah à me tromper. La fête avait lieu dans un hôtel chic du centre-ville. Sarah était magnifique. Elle avait acheté une nouvelle robe et était vraiment impatiente d'y aller, en partie parce qu'elle pensait que cela pourrait aider à normaliser les choses avec ses collègues. Nous ne leur avions pas dit que nous savions pour le groupe de discussion, donc elle pensait probablement que leur campagne de manipulation était toujours en cours. J'ai mis mon plus beau costume, bon en réalité le seul que je possède, et je me suis préparé pour ce qui allait être la soirée la plus satisfaisante de ma vie. Une fois arrivé à la fête, j'ai immédiatement repéré les 4 collègues. Elles étaient regroupées près du bar, sûrement en train de bavarder sur les relations des autres. Michel portait une robe qui avait l'air coûteuse, mais avec ce que je savais maintenant de ses finances, c'était probablement loué ou acheté à crédit, avec de l'argent qu'elle n'avait pas. J'ai passé la première heure à observer, à discuter un peu, à rencontrer d'autres collègues de Sarah, dont certains semblaient être des gens bien, et à échanger quelques mots avec des cadres de l'entreprise. J'ai joué à la perfection le rôle du mari attentionné. Puis Michel est venu vers moi. « Tu dois être le mari de Sarah », m'a-t-elle dit avec un faux sourire. « Je suis Michel. Sarah parle tout le temps de toi. » Je me suis dit, bien sûr qu'elle en parle. Enchanté. Sarah m'a aussi parlé de toi, lui ai-je répondu. On a échangé des banalités pendant quelques minutes, et je voyais bien qu'elle m'analysait, essayant sans doute de comprendre ce que Sarah pouvait bien trouver à un type de la classe ouvrière comme moi. Puis elle a dit quelque chose qui m'a fait bouillir intérieurement, « Tu sais, tu as de la chance d'avoir Sarah. Elle est tellement talentueuse et belle. Je lui dis toujours qu'elle pourrait faire tout ce qu'elle veut de sa vie. » Le ton de fausse bienveillance dans sa voix était écœurant. Cette femme avait passé des mois à tenter de convaincre ma femme de me tromper, et maintenant elle se tenait là à faire semblant d'être sympathique. C'est là que j'ai décidé de lâcher la première bombe. « En fait, je voulais te remercier de veiller sur Sarah, » ai-je dit. Elle m'a montré certains des conseils que tu lui as donnés sur sa carrière et ses relations. Des points de vue vraiment intéressants. Le visage de Michel est devenu livide. Elle a immédiatement compris que j'avais vu la conversation du groupe. « Je ne vois pas de quoi tu parles », a-t-elle balbutié. « Oh, je pense que si. » Le groupe de discussion. « L'avenir de Sarah, ça te dit quelque chose ?» Elle avait l'air d'être sur le point de vomir. « Écoute, » ai-je ajouté calmement, « je sais exactement ce que toi et tes copines avez fait ces derniers mois. La question est, veux-tu qu'on règle ça discrètement, ou est-ce qu'on implique plus de monde dans la conversation ?» Michel a bredouillé une excuse et s'est pratiquement enfui. Je l'ai vu immédiatement rejoindre Jessica, Amanda et Lisa, et leur chuchoter frénétiquement quelque chose. Les 4 femmes n'ont pas cessé de me lancer des regards le reste de la soirée. Mais je n'avais pas fini. Pas du tout. La semaine après la fête de fin d'année, c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Michel et sa clique étaient clairement terrifiés par le fait que je connaissais l'existence du groupe de discussion, mais elles ne savaient pas exactement combien d'informations j'avais, ni ce que je comptais en faire. Sarah m'a dit que l'ambiance au travail était devenue étrange, les 4 femmes l'évitaient, se chuchotaient entre elles et semblaient paranoïaques. Michel avait même directement demandé à Sarah si elle m'avait parlé de leur discussion privée, et Sarah avait fait semblant de ne rien savoir. Mais les véritables feux d'artifice ont éclaté quand mon signalement anonyme à propos de Richard a enfin attiré l'attention sérieuse de la direction. Il s'avère que le consultant externe que j'avais contacté était redoutablement rigoureux. Une fois qu'ils ont commencé à enquêter sur le passé de Richard et à interroger des employés sur l'ambiance au travail, plusieurs femmes se sont manifestées avec des plaintes à propos de son comportement. Pas seulement concernant la situation actuelle avec Sarah et l'autre employé marié, mais apparemment, il avait mis mal à l'aise plusieurs femmes avec des commentaires déplacés et des avances non sollicitées. Le consultant a recommandé une enquête complète, ce qui signifiait que Richard était soudainement sous une forte pression de la part des ressources humaines et de la direction. Sarah m'a dit qu'il faisait peine à voir, stressé, paranoïaque, plus du tout l'homme confiant et séduisant qu'il avait été. Il avait cessé de faire des cadeaux coûteux, arrêté d'inviter les gens à des dîners d'affaires, était passé en mode défense totale. Mais là où ça devient vraiment savoureux, c'est que Richard, apparemment, soupçonnait qu'on l'avait dénoncé. Il a donc commencé à mener sa propre enquête. Richard voulait savoir qui aurait pu avoir accès à ses informations personnelles. D'après Sarah, il était devenu convaincu que l'une des femmes qu'il avait tenté de séduire s'était retournée contre lui. Il a donc confronté l'autre employée mariée qu'il ciblait, appelons-la Jennifer, et l'a accusée d'essayer de le saboter par jalousie ou par rancune.
Jennifer ne comprenait absolument pas de quoi il parlait, mais les accusations paranoïaques de Richard lui ont ouvert les yeux, elle a réalisé qu'elle n'était pas la seule cible. Elle pensait être spéciale, croyait qu'il s'intéressait sincèrement à elle en tant que personne. Découvrir qu'elle n'était qu'une parmi plusieurs femmes qu'il manipulait en parallèle a complètement détruit son illusion. Jennifer a immédiatement tout raconté à son mari, et celui-ci est littéralement devenu fou. Non seulement il a confronté Richard en personne, mais il a également déposé une plainte officielle auprès de l'entreprise, accusant Richard d'utiliser sa position pour courtiser des employés mariés. Désormais, Richard faisait face à une enquête officielle, à plusieurs plaintes pour harcèlement, et à un mari en colère qui menaçait de poursuites judiciaires. Michel et sa clique commençaient à paniquer, car elle réalisait que leur petite opération de mise en couple risquait d'exploser de manière spectaculaire si l'enquête de l'entreprise découvrait le groupe de discussion et leur campagne systématique visant à encourager les liaisons sur le lieu de travail. Elle risquait toutes des mesures disciplinaires, voire un licenciement. C'est à ce moment-là que Michel a commis une énorme erreur, elle a tenté de convaincre Sarah de mentir pour elle. Selon Sarah, Michel l'a coincée dans les toilettes et l'a pratiquement supplié de supprimer le groupe de discussion et de nier que les conversations aient jamais eu lieu. Elle prétendait qu'elle plaisantait simplement et soutenait le développement professionnel de Sarah, et que si l'enquête découvrait des preuves qu'elles avaient encouragé des relations sur le lieu de travail, elles risquaient toutes d'être renvoyées. Sarah a fait semblant de coopérer et a dit qu'elle allait y réfléchir, mais dès qu'elle est rentrée à la maison, elle m'a tout raconté. C'est là que j'ai décidé qu'il était temps de passer à la phase 2. Je gardais toutes les informations financières et personnelles que j'avais collectées sur les 4 femmes en attendant le bon moment pour m'en servir. La tentative de Michel de forcer Sarah à mentir pour elle était l'occasion parfaite. J'ai rédigé 4 lettres distinctes, une pour chaque femme, contenant un résumé détaillé de leur véritable situation financière, de leur passé relationnel, et des preuves que j'avais accumulées concernant leur schéma de manipulation et de tromperie. Pour Michel, j'ai inclus les captures d'écran de son ex-petite amie montrant comment elle avait fabriqué de toutes pièces leur relation, des documents sur ses problèmes financiers, ses antécédents d'expulsion, et les relevés de ses dettes par carte de crédit. Je laissais entendre très clairement que je savais que tout son style de vie reposait sur des mensonges et de l'endettement. Pour Jessica, j'ai inclus les informations sur son licenciement précédent pour avoir couché avec son patron marié, des témoignages de l'ex-femme de ce dernier à propos du comportement prédateur de Jessica, ainsi que des éléments démontrant son habitude de cibler des hommes mariés dans un cadre professionnel. Pour Amanda et Lisa, je me suis concentré sur leur participation active à la campagne de harcèlement et leur rôle dans l'encouragement à l'adultère, en ajoutant quelques informations personnelles peu flatteuses que j'avais découvertes. Les lettres n'étaient pas menaçantes à proprement parler, mais elles exprimaient très clairement que je possédais une documentation complète sur leur comportement et leur vie privée, et que leur tentative de détruire mon mariage n'était ni ignorée, ni laissée sans réponse. J'ai livré les lettres chez elles un samedi matin, non pas par courrier, mais en les déposant personnellement dans leur boîte aux lettres, pour qu'elles sachent que je savais où elles habitaient. La réaction a été immédiate et délicieuse. Michel a appelé le téléphone personnel de Sarah en moins de 2 heures, en larmes, la suppliant de me dire d'arrêter. Elle affirmait que je les harcelais et les traquais, et menaçait d'appeler la police si je ne cessais pas. Sarah lui a répondu que tout ce qui figurait dans la lettre était de l'information publique et des faits documentés, et que si Michel se sentait menacé par le fait que son propre comportement soit exposé, elle ferait mieux de reconsidérer ses choix de vie. Jessica a envoyé un email paniqué à l'adresse professionnelle de Sarah, s'excusant pour tout malentendu et promettant qu'elle n'interviendrait plus jamais dans son mariage. Amanda et Lisa sont simplement devenues silencieuses et ont commencé à éviter totalement Sarah au travail. Mais le meilleur dans tout ça, c'était de les voir se retourner les unes contre les autres. D'après Sarah, Michel a commencé à accuser les 3 autres d'avoir été trop loin avec le groupe de discussion, prétendant qu'elle essayait juste d'être une amie bienveillante et qu'elle n'avait jamais encouragé Sarah à tromper son mari. Jessica a rétorqué que toute l'idée venait de Michel, et qu'elle avait poussé tout le monde à participer. Leur petite alliance s'est complètement effondrée lorsqu'elles ont réalisé qu'il y avait des conséquences à leurs actes. Tu pourrais penser que c'était une revanche suffisante, non? Richard faisait l'objet d'une enquête et allait probablement se faire virer. Les 4 femmes étaient paranoïaques et se retournaient les unes contre les autres, et mon mariage était en réalité plus fort qu'avant, car Sarah et moi avions traversé tout cela ensemble. Mais je n'étais pas encore satisfait. Ces femmes avaient passé des mois à tenter de détruire ma famille de manière méthodique, et je voulais qu'elles comprennent exactement ce que ça faisait. L'opportunité s'est présentée lorsque le mari de Jennifer a décidé de passer à l'offensive. En effet, lorsque Jennifer a confessé à son mari les avances de Richard, elle lui a aussi dit que ce sont ses propres collègues qui l'avaient encouragé à envisager la liaison.
Son mari était furieux d'apprendre que plusieurs personnes dans l'entreprise facilitaient activement le harcèlement en milieu de travail et l'adultère. Il a engagé un avocat et menacé de poursuivre non seulement Richard et la société, mais également tous les employés ayant participé à l'encouragement de relations inappropriées sur le lieu de travail. C'est là que j'ai compris que j'avais les munitions parfaites pour détruire complètement Michel et sa clique. J'ai contacté le mari de Jennifer via son avocat et leur ai fourni des copies des captures d'écran du groupe de discussion, montrant les détails précis de la planification et de l'encouragement à l'adultère. J'ai également partagé les preuves que j'avais collectées sur les schémas de manipulation des 4 femmes et leur campagne systématique pour pousser Sarah à me tromper. L'avocat était absolument ravi de disposer d'une documentation aussi complète sur la facilitation du harcèlement professionnel. Apparemment, il existe une jurisprudence permettant de tenir des collègues légalement responsables lorsqu'ils encouragent activement ou facilitent le harcèlement ou les relations extra-conjugales en milieu professionnel. En moins d'une semaine, les 4 femmes ont reçu des lettres officielles de l'avocat menaçant des poursuites judiciaires pour leur rôle dans la création d'un environnement de travail hostile et la facilitation de harcèlement sexuel. Le service juridique de l'entreprise a paniqué et a immédiatement lancé une enquête interne sur les employés ayant encouragé des relations inappropriées au travail. Ils ont fait appel à un cabinet externe pour interroger toutes les personnes impliquées et analyser toutes les communications électroniques. Michel, Jessica, Amanda et Lisa ont toutes été suspendues dans l'attente de l'enquête. Mais attends, ça devient encore mieux. Pendant l'enquête, l'entreprise a découvert que Michel utilisait les ressources de la société pour rechercher des clients et employés riches dans le cadre de ses plans de rencontres personnelles. Elle accédait à des informations financières confidentielles sur des clients et utilisait les ordinateurs de l'entreprise pour rechercher des détails personnels sur ses cibles potentielles. C'est de l'espionnage d'entreprise et une utilisation abusive de ressources professionnelles, des infractions passibles de licenciement immédiat et potentiellement de poursuites pénales. Le licenciement antérieur de Jessica pour une liaison avec son patron marié a refait surface lors de la vérification de ses antécédents, et l'entreprise a réalisé qu'elle aurait dû être plus rigoureuse lors de son embauche. Amanda et Lisa, plus jeunes, avaient commis des fautes moins graves, mais elles avaient tout de même participé à la facilitation de harcèlement et utilisé les systèmes de messagerie de l'entreprise pour coordonner leur campagne de manipulation. Les 4 femmes ont été licenciées dans un délai de 2 semaines. Mais je n'en avais pas encore terminé. Tu te souviens que Michel finançait son style de vie factice avec des cartes de crédit et des prêts qu'elle ne pouvait pas rembourser? Eh bien, perdre son emploi signifiait qu'elle ne pouvait plus assurer ses paiements minimums. J'ai peut-être informé anonymement ses créanciers qu'elle était au chômage et probablement incapable de respecter son échéancier de remboursement. J'ai aussi contacté la société de gestion de son condo de luxe et leur ai fourni des informations sur son licenciement et sa situation financière. Comme elle payait au moins en raison de son incapacité à signer un bail, ils ont pu lui donner un préavis de 30 jours pour libérer les lieux. Pour Jessica, j'ai fait en sorte que son précédent licenciement et ses ennuis juridiques actuels soient partagés dans les réseaux professionnels de son secteur. C'est un petit milieu et les rumeurs vont vite à propos des personnes qui créent des drames sur leur lieu de travail. Les 2 autres étaient plus jeunes et semblaient être des suiveuses, alors j'ai été plus indulgent, mais j'ai quand même veillé à ce que leur licenciement soit dûment noté dans leur dossier professionnel, ce qui rendrait leur future recherche d'emploi plus compliquée. En l'espace de 6 mois, Michel avait été expulsé de son appartement, avait fait défaut sur plusieurs comptes de crédit et vivait chez ses parents tout en cherchant un nouvel emploi. Sa présence sur les réseaux sociaux a disparu dès qu'elle n'a plus pu maintenir l'illusion de son style de vie luxueux. Jessica est retournée vivre dans sa ville natale après avoir échoué à trouver du travail dans notre ville à cause de sa réputation. Amanda et Lisa ont fini par retrouver un emploi, mais avec des salaires nettement inférieurs et la conscience que leur réputation professionnelle avait été entachée. Quant à Richard, il a été licencié de l'entreprise et a fait face à plusieurs poursuites pour harcèlement. Son divorce, quelques années plus tôt, lui avait déjà coûté une somme importante, et les frais juridiques liés aux plaintes de harcèlement professionnel ont fini par anéantir le peu d'économies qui lui restait. Le style de vie luxueux qu'il utilisait pour manipuler les femmes était, en réalité, financé à crédit, et sans son salaire de cadre dirigeant, il ne pouvait plus rien payer. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'il travaillait pour une entreprise bien plus modeste, pour un salaire divisé par 2, et qu'il avait dû vendre son pantouse. Cela fait maintenant environ 1 an que toute cette histoire a commencé, et je suis encore en train de tout digérer. Sarah et moi sommes allés à des séances de thérapie de couple pendant quelques mois pour travailler sur les problèmes de confiance et sur la manipulation qu'elle avait subie. Notre mariage est honnêtement plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était auparavant, en partie parce que nous avons appris à mieux communiquer, et en partie parce que nous avons survécu à quelque chose qui aurait pu nous détruire. Sarah a obtenu une promotion après le départ des collègues toxiques, et l'entreprise a embauché une nouvelle équipe dirigeante bien plus professionnelle.
Elle gagne maintenant environ 20 000 $ de plus et apprécie à nouveau d'aller travailler. Les 4 femmes, eh bien, disons simplement qu'elles ont tiré de rudes leçons sur les conséquences de leurs actes. Michel a recontacté Sarah il y a environ 6 mois, la suppliant de l'aider à trouver un emploi et prétendant qu'elle était désolée pour les malentendus à propos de leurs conseils. Sarah ne lui a pas répondu. Quelques semaines plus tard, Michel s'est carrément présenté chez nous. Je suppose qu'elle a trouvé notre adresse en ligne. Elle pleurait et me suppliait d'arrêter la pression juridique et de l'aider à remettre sa vie sur les rails. Elle affirmait avoir appris sa leçon et voulait simplement une chance de repartir à zéro. Je lui ai dit que je n'avais rien fait d'illégal ni d'immoral, que je m'étais simplement assuré que ses actes aient les conséquences appropriées. Je lui ai dit que si elle avait mis autant d'énergie à être une personne décente qu'elle en avait mis à essayer de détruire mon mariage, elle ne serait pas dans la situation où elle se trouvait aujourd'hui. Elle répétait que ce n'était pas juste, qu'elle avait seulement essayé d'aider Sarah, qu'elle ne méritait pas que toute sa vie soit ruinée à cause de quelques bavardages et de conseils entre amis. Je lui ai demandé si elle trouvait ça juste d'avoir passé des mois à tenter de convaincre ma femme de trahir ses vœux de mariage. Je lui ai demandé si elle trouvait ça juste de manipuler systématiquement quelqu'un qui lui faisait confiance en tant qu'ami. Je lui ai demandé si elle trouvait ça juste de traiter ma famille comme une distraction, un divertissement pour son propre amusement. Elle n'a eu de bonne réponse à aucune de ces questions. Je lui ai dit que les actes ont des conséquences, et qu'elle avait choisi de déclarer la guerre à mon mariage sans réfléchir à ce qui arriverait si je décidais de riposter. Je lui ai dit que j'avais tout documenté, et que si elle ou l'une de ses amies tentait à nouveau d'interférer dans ma vie, je m'assurerais que les conséquences soient encore plus graves la prochaine fois. Elle est partie en pleurant, et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles depuis. Écoute, je ne vais pas prétendre être un héros dans cette histoire. J'étais blessé, en colère, et je voulais me venger de ceux qui avaient essayé de détruire ma famille. Certaines de mes actions étaient sans doute mesquines, et oui, j'ai sûrement été plus loin que nécessaire simplement pour protéger mon mariage. Mais je ne regrette rien. Ces femmes avaient passé des mois à tenter de manipuler ma femme pour qu'elle me trompe avec un prédateur qui voulait seulement la prendre pour un objet sexuel. Elles ont traité notre mariage comme un jeu, notre relation comme un divertissement, et notre avenir comme quelque chose qu'elles pouvaient briser pour leur propre plaisir. Elles devaient apprendre que les actes ont des conséquences, et que certaines personnes se battent quand on menace leur famille. Ce qui me dérange le plus, c'est de penser à combien d'autres mariages ces femmes ont probablement endommagés au fil des années. Combien d'autres maris ont affronté ce genre de manipulation sans même s'en rendre compte? Combien de femmes ont été poussées à prendre de terribles décisions parce que leurs amis leur avaient fait croire que trahir, c'était se libérer? Sarah et moi avons eu de la chance. Nous avons eu une bonne communication. Nous avons travaillé sur les problèmes de confiance et nous en sommes sortis plus forts. Mais je pense à l'autre femme mariée que Richard courtisait, Jennifer, dont le mariage n'a pas survécu. Son mari a demandé le divorce, elle a perdu son emploi et, d'après ce que j'ai entendu, elle est aujourd'hui prise dans une âpre bataille pour la garde de leurs enfants. Cela aurait pu être nous. Si Sarah avait cédé à la pression, ou si je n'avais pas découvert ce groupe de discussion à temps, notre famille aurait pu être brisée. Parfois, je me demande si je ne suis pas allé trop loin dans ma vengeance. Michel a perdu son appartement. Jessica a dû retourner vivre chez ses parents. Toutes deux peinent à retrouver du travail. Ce sont de vraies conséquences dans la vie réelle, pour ce qui avait commencé comme des commérages et de la manipulation en entreprise. Mais alors je me rappelle ces messages où elle calculait comment Sarah pouvait passer de femme à maîtresse tout en me gardant comme solution de secours si les choses ne fonctionnaient pas. Je me rappelle Michel écrivant que les vœux de mariage n'étaient que du papier, et que les femmes intelligentes savaient quand améliorer leur situation. Ces femmes n'étaient pas des adolescentes naïves commettant des erreurs. C'étaient des adultes responsables, qui ont fait le choix délibéré d'essayer de détruire un mariage pour leur propre amusement. Elles ont étudié des tactiques de manipulation. Elles ont élaboré des stratégies pour aider Sarah à me tromper et à couvrir ses traces. Elles ont passé des mois à saper méthodiquement notre relation. Elles ont reçu exactement ce qu'elles méritaient.